Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et en ce lundi, on vous souhaite la bienvenue et c'est le retour de l'enfant prodige. Philippe David est de retour. Je vous ai manqué tant que ça. Mais je l'ai dit à l'antenne. Je le sais, je l'ai entendu. Et même deux fois. Oui, deux fois. Et elle n'était pas forcément approuvée par tout le monde. Non. À commencer par vous d'ailleurs. Je sens bien votre côté toujours un peu fielleux sur les Mais bords. il y a eu de la loyauté dans le jeu. Absolument. Vous n'étiez pas là. Voilà. Autant te dire, il a En gagné, clair, quoi, c'est ça? Il a gagné à plat de couture. Là, je viens d'apprendre une chose, qu'il pouvait y avoir de la loyauté dans le qui c'est qui l'a dit un jour où je n'étais pas là. Là, c'est vraiment... Mais Philippe, C'est vraiment et les David, racailles, c'est Antoine. on C'est y le met seul. un peu de valeur, c'est tout, voilà. C'est ça. on Voilà. regarde le replay, quand Si même. vous ne connaissez pas le mot, ouvrez un dictionnaire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Philippe David? Allez, les amis, 0826 300 300, ce numéro pour vous, hein, bien entendu, jusqu'à 19h. Le sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Le porte-parole du gouvernement annonce une nouvelle loi d'immigration pour l'année prochaine. Cette nouvelle satisfait les LR, mais agace le camp macroniste. Ce n'est pas une priorité, répond Gabriel Attal, mais un mois après le précédent texte sur le sujet. Alors parlons vrai, est-ce que plutôt que de faire des nouvelles lois, il ne faudrait pas appliquer les lois déjà existantes? Est-ce que l'immigration peut être réglée par une nouvelle loi? Et à cette question, une nouvelle loi immigration vous semble-t-elle prioritaire? Vous dites oui à 97%, vous voulez réagir, Aude, et elle est toujours fidèle au poste, et vous attend au 0826 300 300. Notre invitée, Jacqueline Eustache-Brignot, qui est sénatrice LR, membre de la commission paritaire mixte de la dernière loi immigration. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, des évêques redoutant le scandale avec un abbé Pierre qualifié de grand malade mental et échappant à tout contrôle. Les archives de l'église catholique dévoilent comment, à la fin des années 50, la hiérarchie épiscopale en France a gardé le silence sur un comportement jugé problématique mais jamais nommé. Alors parlons vrai, est-ce que cette omerta sur l'abbé Pierre vous surprend? Est-elle comparable à celle qu'il y a eu sur la pédophilie dans l'église? Et à cette question, les religions ont-elles une responsabilité face aux dérives de leurs représentants? Vous dites oui à 50% et non à 50%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Notre invité, Joël Molinario, professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris, ancien membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église et créateur de ce diplôme universitaire, abus et bientraitance. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est avec nous, le gagnant du qui c'est qui l'a dit. En fait, vous êtes adorable, Cécile, mais je l'avais perdu. Puisque oui, Virginie Virginie Calmels qui a gagné, avait hein. fait un score époustouflant. J'aurais mérité de le gagner. Oui, ça, c'est vrai. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Avec une Françoise de Gois qui voudrait qu'on fasse une émission en chantant. Oui, J'ai Françoise. je suis tellement heureuse d'être avec Tellement vous. heureuse. Tellement Je heureuse. l'ai fait exprès. J'ai bon, fait une d'accord. liaison Malte à propos pour voir si vous suiviez. Mals à propos. Oui, j'aime bien. Moi, je Ça, préfère le pur Malte que le Malte à propos, soit dit en passant. mais- Ouais, en tout cas, voilà, je suis joli, très ça, heureuse c'est d'être là. Jean-Michel Fauvergue. Eh bien, bonjour à tous. La Bonjour à police tous. Regarde, vous écoute. il est raide comme la justice. Non, je voulais dire qu'on est lundi. Oui, Lundi, raid, ça vient après le week-end. Le week-end, il y a les matchs de rugby. Perpignan a perdu, je suis déçu, très déçu. Par contre, j'ai vu un Dupont extraordinaire. Ah bah non, bon, on va en parler tout à l'heure. Mais Jean-Michel, vous déflorez. Bah vous déflorez, Ah, je Jean-Michel. savais pas. Ah bah il faut Vous lire. lisez pas le WhatsApp. J'ai lu, mais je relis. WhatsApp, non. Est-ce que vous parlez le WhatsApp dans la vie? Non mais déjà, plutôt le TikTok. est-ce qu'un policier sait lire? Ça c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est intéressant, c'est une commissaire de police qui vous le dit. Non, commandant. je suis pas Commandant, pardon, commissaire. excusez-moi. Certains savaient Peut-être que je le serai un jour. beaux écrivains dans le Ouais. corps des commissaires de police. Ouais. Bah, Olivier Norek notamment, qui Ouais, est un ouais, très ouais. très grand écrivain Exact. et qui son dernier livre est une Et merveille. Je vous le mon recommande. ami Romain Puertolas aussi. Ouais. C'est ça. Ouais, putain, ça vache. Allez, 0826 300 300 dans un instant, mon cher Philippe, le réquisitoire du procureur. Eh bien, c'est sur les documents secrets qui révèlent les dessins profonds du Hamas. Eh ben, on va parler parce qu'en attendant, c'est notre auditeur Baptiste qui est avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour Cécile, bonjour à toutes et tous. Salut. Ça va Baptiste? On s'accroche, hein. Allez, on s'accroche. Nouveau plan national d'adaptation au changement climatique du gouvernement français. C'est un problème pour vous? Bah, je suis colère, oui, je suis colère, Cécile. On a un président qui a dit... Vous n'êtes pas Alexis colère, hein, vous êtes en colère. D'accord.
Non, je ne suis pas Alexis Kohler, je ne suis pas attaqué dans des histoires de conflits d'intérêts. Donc, du coup, on a un président qui a dit « Make our planet great again ». On a un président qui a dit « Mon quinquennat sera écolo ou ne sera pas ». On est en octobre 2024, on n'a toujours pas de PNAC, de plan national d'adaptation au changement climatique, et pourtant, les conséquences du changement climatique, on les voit en France. On peut aller voir les inondations dans le Pas-de-Calais et partout en France récemment. On peut voir les feux de forêt l'été, en Gironde notamment. On peut voir les sécheresses. Et mon problème, il vient du fait que, sauf à m'expliquer que toutes ces conséquences du changement climatique sont le fait des immigrés, je pense que la priorité, c'est tant la loi immigration qu'un vrai plan national d'adaptation au changement climatique, parce que notre pays n'est pas prêt. On va faire réagir. Qui veut réagir, Françoise, Philippe. Peut-être que c'est pas incompatible. On parlera de la loi immigration, l'adaptation écologique, si je comprends bien. Il a l'air d'être très au fait, notre auditeur. Je ne me permettrai pas de le contredire sur ce terrain qui n'est pas le mien. Allez, il a absolument raison. C'est pathétique. Et regardez, en plus de ça, Baptiste, vous allez pleurer sur le budget, parce que le budget, c'est la régression de tout. Et par ailleurs, on veut lutter contre l'immigration et on coupe l'aide au développement. Tout est incohérent dans ce budget. Et vous avez absolument raison sur l'adaptation. Vous savez, on va continuer. Pas le temps, Françoise. On va continuer comme ça et on va vers notre mort. Je le dis juste. Jean-Michel. Vraiment. Alors, puisqu'on n'a pas le temps, je vais juste dire que ce qu'a dit Philippe est tout à fait exact. Les deux ne sont pas incompatibles. Il faut lutter sur tous les points. Absolument. Allez, dans un instant, le réquisitoire du procureur. Vous reviendrez sur ce 7 octobre et des documents secrets qui révèlent que le Hamas espérait que l'Iran et le Hezbollah l'aideraient à détruire Israël. On en parle dans un instant. Vous soyez les bienvenus. C'est lundi. Philippe David est revenu. Il est là. N'en faites pas trop non plus. Il a mangé tout le week-end, ça se voit. Et je vais vous avouer que dans l'Ariège et la Haute-Garonne, on y mange extrêmement bien. Je l'ai vu tout de suite. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, bienvenue dans ce lundi. On espère que on le est démarrage... déjà en train de se pouiller. Oui, je parle Françoise. Ah pardon, mon ami. Je suis en train de dire un truc intéressant. D'ailleurs, je ne sais plus ce que je disais. Mais vous dites que des choses intéressantes, Cécile. Non, vous alliez dire que vous étiez super heureuse de nous voir, ça je sais. Ça, je l'ai déjà dit, je m'en souviens. Mais perte de mémoire immédiate. Là, je viens de le regretter. En revanche, Françoise de Gaulle est avec nous, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauberg avec Philippe David, ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, les trois mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Bonsoir, mon cher Bonsoir, Félix. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, de tout le monde. Parle-t-on ? On va parler du ministre de la Justice qui s'en ira si son ministère perd vraiment 500 millions d'euros comme prévu. Il l'a dit ce matin. Du Doliprane aussi qui passe sous pavillon américain, mais le gouvernement veut rassurer les salariés. Et puis de cette première en matière d'aérospatiale, le premier étage de la fusée SpaceX rattrapé par les bras d'une immense tour après avoir volé. On l'avait encore jamais réussi. Ça, en 3 mots, ça donne rabot, Doliprane et SpaceX. Allez, on en parle dans un instant. Tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et des documents secrets, monsieur le procureur, révèlent que le Hamas espérait que le Hezbollah et l'Iran l'aident à détruire Israël le 7 octobre 2023. Vous avez tout dit, mon cher Philippe, je pourrais me taire. Mais plus sérieusement, en effet, sur le 7 octobre, des documents secrets ont révélé que le Hamas espérait l'aide de l'Iran et du Hezbollah pour détruire littéralement l'État d'Israël. Je trouve que c'est une information capitale qui peut-être n'apprend pas grand-chose à ceux qui ont toujours été lucides sur ce terrain, mais ça rend encore plus absurde ou choquante les dénégations, les sous-estimations de ce qui s'est passé le 7 octobre, et ça justifie d'une certaine manière l'État d'Israël qui a toujours considéré que, pour l'instant en tout cas, la légitime défense était la seule attitude possible. Françoise de Gaulle. Oui, moi je suis d'accord. Moi je pense être au fait de tous les dossiers. Je vous assure que je suis tombé de l'arbre, et je pense que tout le monde est tombé de l'arbre, y compris les services de renseignement israéliens. C'est-à-dire que cette attaque coordonnée elle pouvait être possible comme ça dans l'imaginaire, mais c'était inimaginable qu'elle soit aussi, comment dirais-je, pensée. Et là où ça donne raison au 7 octobre, mais ça donne raison aujourd'hui. Attention à ce que nous faisons. Attention à ne pas donner le sentiment que nous épargnons le Hezbollah
et l'Iran. Vous vous rendez compte qu'il y a un drone qui tombe sur Israël, c'est l'ambassadeur d'Israël qui est convoqué à Paris. C'est pas l'ambassadeur d'Iran. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter pour un pays, comment dirais-je, qui est sur 7 fronts en fait, qui en fait est en train de faire le sale boulot pour nous. C'est-à-dire que si personne comprend que le combat que mènent les Israéliens contre le chiisme radical et le salafisme, eh bien c'est pas notre combat. Eh bien alors écoutez, il n'y a plus qu'à aller à la pêche et plier les gaules. Donc voilà, moi ça rend encore plus insupportable les négations, mais pour moi ça rend encore plus complexe la position diplomatique tenue aujourd'hui par la France, par exemple. Trois choses, moi, qui me semblent importantes dans cette affaire-là. Première chose, c'est que si le scénario est exact, et on n'en doute pas trop quand même, si le scénario est exact, on est encore plus dans la faillite du service de renseignement israélien. De ce jour-là, il s'est passé des choses. Si le scénario est exact, il a dû y avoir des échanges, et les services de renseignement n'étaient pas au courant de ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette alliance sunnite-chiite, elle est extraordinaire parce qu'avant c'était des frères ennemis et donc ils ont ça l'est toujours. Oui, regardez l'Arabie Saoudite et l'Iran, au Yémen notamment. Pour le coup, dans ce dossier-là, avec l'Iran et le Hezbollah, ils ont noué des alliances avec le Hamas et des alliances dans lesquelles ils se sont renforcés. Enfin, ils ont essayé de se renforcer les uns les autres. Et la troisième chose, il faudrait savoir pourquoi, si c'était le cas, et je ne doute pas que ça soit le cas, pourquoi le Hezbollah et l'Iran, on comprend un peu, mais pourquoi le Hezbollah n'y est pas allé en même temps? Ouais. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Je pense que c'était pas si facile parce que vous aviez aussi des troupes qui étaient masquées au nord d'Israël et donc au sud du Liban. Je pense que ça a été plus compliqué pour eux. En fait. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu. C'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont Rabot, Doliprane et SpaceX. Le garde des Sceaux, Didier Migaud, menace de démissionner si son ministère de la Justice se fait raboter de 500 millions d'euros comme envisagé dans le projet de budget. Le Doliprane, racheté par un groupe américain, pilule difficile à avaler pour les salariés, mais la production va rester en France, assure le ministre de l'économie. Antoine Armand promet des garanties. Et puis cette première qui révolutionne l'aérospatiale. Les équipes de SpaceX sont parvenues hier à rattraper le premier étage de leur fusée. Les bras d'une immense tour l'ont récupéré après son vol. Les vraies voix Sud Radio. 500 millions d'euros en moins pour la justice, c'est ce que prévoit le projet de budget 2025 et c'est trop pour le nouveau garde des Sceaux. Pourtant, Didier Migaud, passé par la Cour des comptes, c'était un peu le spécialiste des finances publiques, le monsieur économe de service avant sa nomination à la justice, mais cette fois, c'est trop. Le coup de rabot semble aller trop loin même pour lui. Donc, chez nos confrères de RTL, il indique négocier dur en ce moment avec les services du Premier ministre. J'ai posé comme principe d'obtenir les crédits nécessaires pour que les engagements soient respectés en termes notamment d'effectifs. Ça me paraît essentiel. Si on en reste à la lettre plafond, oui, je ne vois pas ce que je ferai encore au gouvernement, mais j'ai eu des assurances du Premier ministre et je lui fais totale confiance. Il est tout à fait conscient de cette situation. Voilà, je lui fais confiance, je le dis avec le sourire poli, mais c'est dit quand même. Philippe Béja. Ce type de menace, et je plaisante un peu, est très dangereux parce qu'on pourrait lui dire chiche et il démissionne. Je pense que ça ne le gênerait pas de démissionner. Je pense que Didier Migaud est en train de se rendre compte de l'usine à gaz dans laquelle il a mis un pied. Enfin, et je pense que à la limite, ça l'arrangerait presque. Il faut bien comprendre dans quoi on se trouve. Voilà, on est face à un budget qui rend tout le monde en colère. Je ne sais pas si vous avez entendu le Rassemblement national ce matin. C'est pas simplement. Moi, j'en ai vu on en a tous vu des prises de position pour faire monter les enchères avant le budget, pour obtenir plus. Là, c'est plus du tout faire monter les enchères. C'est de la rage à l'état pur. C'est ce que je sens, par exemple, chez Tanguy, par exemple, du RN, par exemple. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je voudrais savoir si on a prévu des grands bras à la manière de SpaceX pour récupérer la comète Migaud qui est en train de s'enflammer et de partir dans tous les sens. Allez, le deuxième mot, Doliprane, le médicament grand public très prisé en France, devrait passer sous pavillon américain. Opella, la filière de Sanofi, a donc choisi parmi les acheteurs potentiels et c'est le fonds d'investissement américain CDR qui devrait racheter la production du fameux Doliprane. Alors pas de quoi rassurer forcément les salariés
Emmanuel Macron l'assure donc, l'État français a des leviers pour protéger leurs intérêts dans cette affaire. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, s'est même déplacé à l'usine de Lisieux dans le Calvados tout à l'heure pour leur dire. Le Doliprane continuera à être produit en France. Pas seulement parce que c'est un médicament plébiscité par l'ensemble des Français, pas seulement parce que c'est une réussite industrielle, mais parce qu'il en va de la souveraineté de notre pays et aussi de l'approvisionnement en médicaments sensibles et critiques. Pour ce faire, nous avons entamé des discussions avec Sanofi et avec Opella pour dès maintenant, en amont, discuter des conditions qui seraient indispensables et d'un accord formalisé qui doit avoir lieu, qui aura lieu si le projet de cession arrive sur la table. Alors le ministre de l'économie cite par exemple des pénalités, des sanctions en cas de non-respect de l'accord industriel par l'actionnaire américain. Il évoque même une possible entrée de l'État français au capital pour participer à la gouvernance. Oui, alors il ne reste que les yeux pour pleurer, ça c'est la mauvaise blague. Non, je ne l'ai pas faite pour ça, elle est très bien. Non, sérieusement, on est tous autour de cette table. On a vu ce qui s'est passé avec Alstom, on a vu les promesses de General Electric, on a tout vu. On a vu ce qui s'est passé avec Mittal. On a vu ce qui s'est passé avec ArcelorMittal, j'allais vous le dire, Florange, avec Édouard Martin, je m'en souviens, j'ai couvert ça toute ma vie. Sérieusement. Excusez-moi, on a vu ce qui s'est passé avec Goodyear. Oui, j'avais oublié Goodyear. Sérieusement, qui peut croire que le fonds de pension qui rachète, qui peut croire à ces fables? Sérieusement. Mais moi, je pense qu'en plus, le gouvernement a des moyens. Il y a le décret Montebourg qui peut être utilisé pour bloquer la vente. Le gouvernement a les moyens de bloquer. Il faut bloquer. On va au désastre. Là, tout va très bien se passer. Vous allez voir dans un an. Tout le monde va pleurer. Et c'est insupportable, en fait. Insupportable. Un mot, Jean-Michel Fauvert. Pas grand-chose à dire. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Françoise. Ouais. Ah, mais une fois qu'on a vendu, on peut plus décider. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Troisième mot, SpaceX, Pour la ça, je vais conquête vous spatiale. vendre. Vous pouvez plus rien dire après. La conquête spatiale a vécu hier une première historique. Bah là, ça se bat au portillon. Cette première historique en matière d'aérospatiale, cette manœuvre spectaculaire, la fusée d'Elon Musk a récupéré le premier étage de sa méga fusée Starship. Après un vol de 9 minutes, le premier étage est tout simplement revenu sur son pas de tir. Il est redescendu. Il a été rattrapé par 2 immenses bras mécaniques. C'est dingue. Incroyable. Une explosion de joie des équipes de SpaceX après cette première historique. Imaginez rattraper un Boeing en plein vol, pour reprendre l'image de Thomas Pesquet. Cette prouesse technique en dit long sur les ambitions d'Elon Musk dans la conquête spatiale, explique Benjamin Peter, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. D'essai en essai, il progresse, et il progresse considérablement à une vitesse qui n'a jamais été connue dans l'ingénierie spatiale jusqu'à présent. Le premier vol du Starship, c'est avril 2023. Là, on est au 5e vol, donc la première fois, ça a explosé en vol très rapidement. Petit à petit, ils ont progressé, et c'est tout à fait la technique de SpaceX et d'Elon Musk. C'est-à-dire que on lance, ça casse, on recommence. C'est en train de montrer que ça fonctionne. On l'accepterait pas de la NASA parce que ce serait des fonds publics. Là, c'est une entreprise privée qui peut se le permettre, qui fait des essais, qui apprend de ses erreurs, et ça fonctionne au final, et c'est assez impressionnant. Benjamin Peter de la Cité de l'Espace au micro Sud Radio de Christine Bouillon. Quand je pense que j'étais à l'école avec lui, c'est fou. C'est parce qu'il est fou qu'il progresse. J'entendais Françoise. Et deuxièmement, il est plus doué dans ce domaine que dans la gestion de X. Oui, ou de la politique. Non, mais c'est vrai qu'il est génial. Il est à la fois effrayant, mais il est à la fois fascinant. Il vit son rêve éveillé. Cet homme a une obsession, c'est qu'on aille sur Mars parce qu'il considère que la fin de vie sur Terre, elle est programmée et qu'il faudra trouver d'autres colonies. Et donc, moi, je suis effrayé et fasciné quand même par cet homme. Et moi, je le trouve fascinant. Moi, je trouve ça très inquiétant. Je trouve ça très inquiétant. C'est des choses qui se faisaient par les États auparavant. Maintenant, c'est financé par le privé. Et quand on pense qu'au début de la guerre d'Ukraine, c'est la constellation Musk qui a pris le relais pour défendre le territoire ukrainien, on se dit qu'on est en train petit à petit, que les États pas nous, mais les États sont en train petit à petit de fabriquer des monstres, peut-être. De lâcher des trucs. Et je vous rappelle que ça me rappelle à chaque fois Spectre de 007 de James Bond. Ah, il fait penser au Spectre, lui. Tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté Spectre. Et grâce à Elon Musk, on n'a plus de désert de zone blanche pour les téléphones. Si vous, mais d'accord, mais non, mais c'est un personnage. Je ne sais pas comment on peut canaliser un homme comme ça. C'est ça le problème. Quel pouvoir peut avoir désormais un État sur un homme comme ça? Je ne sais pas. James Bond.
My name is Bond. James Merci Bond. beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure dans un instant. Retour sur cette nouvelle loi d'immigration annoncée. Déjà source des divisions au sein du gouvernement. Pour Gabriel Attal, ancien Premier ministre, ce n'est pas totalement prioritaire. Mais peut-on vraiment se permettre d'attendre? Alors parlons vrai. Est-ce que plutôt que de faire des nouvelles lois, il ne vaudrait pas mieux appliquer les lois déjà existantes? Est-ce que l'immigration peut être réglée par une nouvelle loi? Et à cette question, une nouvelle loi immigration vous semble-t-elle prioritaire? Vous dites oui à 76%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée Jacqueline Eustache-Bregnaud qui est avec nous, sénatrice LR, membre de la commission paritaire mixte lors de la dernière loi d'immigration. Madame la sénatrice, bonjour. Est-ce que toutes ces lois d'immigration ne sont pas des effets d'annonce en fait? Bon, je crois que c'est mal connaître Bruno Retailleau que dire que c'est un effet d'annonce. Je pense que Bruno Retailleau, depuis qu'il a été nommé dans ce gouvernement, il a montré qu'il avait la volonté, l'ambition et de faire bouger les lignes et de faire avancer les choses. Parce que, vous voyez, vous venez de citer le résultat d'un sondage que vous venez de faire. Je crois qu'il y a une forte attente des Français, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. C'est un sujet qui dépasse tout le clivage politique. Nous sommes dans un pays où le sujet de l'immigration est un sujet qui est posé par nos concitoyens tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau l'a dit dès le départ, tout ce qu'il allait pouvoir faire par des circulaires, il allait le faire. Après, il y a probablement un certain nombre de choses qui retournent du domaine de la loi. Bougez pas, on va en parler. On va en parler dans un instant. Bougez pas, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Très bien. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h. Nous vous rappelons quand même qu'il y a, mon cher Philippe, une grande campagne de promotion. Exactement, de communication avec nos visages, avec Philippe et moi. C'est très facile, c'est à Béziers, à Cannes, à Nîmes et à Lyon. Vous pouvez avoir la possibilité de remporter des cadeaux. Si vous croisez donc un de ces panneaux publicitaires, vous vous prenez en photo, en selfie, vous nous taguez sur les réseaux sociaux. Si vous ne les trouvez pas, vous allez sur notre site sudradio.fr. Vous allez trouver un tas de petits moyens et des indices pour retrouver ces panneaux, et vous aurez aussi la possibilité de répondre à un quiz de votre ville sur sudradio.fr pour gagner des cadeaux. Donc tirage au sort, et vous serez peut-être l'une ou l'un d'eux qui gagnera en tout cas ces très jolis cadeaux. Voilà, tout de suite le sommaire de cette... Non, pas du tout, le grand débat du jour. On a déjà fait le sommaire. On me dit oui, c'est formidable. C'est normal. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions. Et probablement que la présence de députés en nombre du Rassemblement national, de ce premier groupe à l'Assemblée, pousse sans doute les gens qui sont au pouvoir et qui n'ont pas gagné les élections à entendre le message des gens. Je pense qu'avant de dire qu'il faut une nouvelle loi, il faut peut-être nous expliquer ce qu'il y aurait dans la loi en question. Bruno Retailleau, par exemple, mis sur la table une proposition qui doit permettre de faciliter la prolongation de détention des étrangers en situation irrégulière dans les centres de rétention administrative. Ce qui compte, c'est moins de savoir si on fait ou pas une loi. Ce qui compte, c'est peut-être de savoir ce qu'on veut mettre dedans. Et la porte-parole du gouvernement annonce donc une nouvelle loi immigration pour l'année prochaine. Cette nouvelle satisfait donc les LR mais agace le camp macroniste. Ça n'est pas une priorité, répond Gabriel Attal, moins d'un an après le précédent texte sur le sujet. Alors parlons vrai, est-ce que nos lois sont par nature impuissantes puisqu'inférieures aux lois européennes? Est-ce qu'une telle loi est un leurre car elle pourrait faire imploser la minorité? On n'ose pas parler de majorité relative. Et à cette question, une nouvelle loi immigration vous semble-t-elle prioritaire? Vous dites oui à 76%. Vous pensez que c'est prioritaire ou vous pensez que ça ne sert à rien? Aude attend vos appels. Et les vraies voix aussi au 0826 300 300. Et notre invitée pour en parler, Jacqueline Eustache-Bregnaud, est avec nous, sénatrice LR, membre de la commission paritaire mixte lors de la dernière loi immigration. Madame la sénatrice, merci d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Sur cette proposition, vous qui aimez beaucoup Bruno Retailleau, mon cher Philippe Bilger. Absolument, mais là je rejoins le point de vue de Madame la sénatrice. Premier point, je trouve étrange l'attitude des ministres
de tel ou tel ministre qui considère que le projet d'immigration en 2025 n'est pas prioritaire. Elle appartient, oui ou non, à un gouvernement. Gabriel Attal, mu par des desseins plus partisans, considère aussi qu'elle n'est pas prioritaire. Elle est prioritaire et on ne peut pas reprocher au gouvernement de mettre en œuvre ce qu'il a toujours annoncé, puisque la loi immigration qui a été votée à l'époque est très incomplète, inachevée par rapport, par exemple, à ce que souhaitait Bruno Retailleau. Je trouve que c'est tout à fait normal de la mettre sur le chantier en 2025. Françoise Degois. Non, je pense que c'est la poudre de perlimpinpin. C'est bien sûr la course à l'échalote qui est lancée avec le RN. Et d'ailleurs, Jordan Bardella, laissez-moi finir, soyez sympa. Ce matin, Jordan Bardella ce matin a annoncé un référendum. Bon, il faut juste expliquer à Bruno Retailleau qu'on court jamais assez vite pour rattraper le Rassemblement national qui a déjà préempté ces sujets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la dernière loi immigration a été retoquée et quasiment censurée dans sa totalité, en tout cas dans les articles considérés comme les plus importants par le Conseil constitutionnel. Moi, je veux bien qu'on fasse une loi, c'est la 25e à 25 ans. Je rappelle, 25 ans, 25 lois. D'accord. Il s'agirait, j'entends ce que dit la sénatrice, cette espèce de grand truc, pardonnez-moi madame la sénatrice, oui, tous les Français, non, bien sûr que les Français considèrent qu'il y a un problème migratoire dans leur ensemble, mais il y a une façon de le regarder qui est tout à fait différente quand vous êtes à gauche ou quand vous êtes à droite. Donc dire tous les Français non, tous les Français ne sont pas d'accord avec d'ailleurs avec la dernière mouture de la loi immigration qui, je le rappelle, a été censurée. Et je trouve que vraiment bon, je comprends ce que veut faire Bruno Retailleau, mais de toute façon ça marchera pas. Original, copie, tout ça, vous connaissez l'histoire. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors la dernière loi, effectivement, c'est pas la totalité de la loi française. C'est les articles, non, j'ai passé, c'est les articles les plus importants. 35 articles sur 85 qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Et donc il va falloir, je pense qu'il va falloir, en représentant la loi, voir la manière dont on pourra, dans cette nouvelle loi, ne sera pas censurée par le Conseil constitutionnel. Par exemple, moi je pense que il faut être plus pragmatique que politique au niveau de l'immigration, parce que la lutte contre l'immigration, tout le monde maintenant réclame cette lutte contre l'immigration, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Donc il faut être plus pragmatique que politique. Et le pragmatisme, c'est par exemple effectivement d'allonger le durée de rétention administrative de 90 jours, le faire passer comme les autres pays européens à 300 jours à peu près. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi par exemple ne pas s'entêter sur un délit on en a déjà parlé ici, sur le délit d'étrangers en situation irrégulière, parce que ce délit-là, le Conseil constitutionnel va le supprimer, parce que la jurisprudence européenne et la jurisprudence de la Cour de cassation au départ étaient à l'origine de la suppression de ce délit-là. Et on s'est aperçu qu'une fois qu'il était supprimé, Madame la sénatrice, en 2012, eh bien la procédure administrative qui en suit était beaucoup plus efficace pour les expulsions. Donc il faut pas être, à mon avis, il faut être pragmatique sur ce sujet-là. Jacqueline Eustache-Brignot, il y a une question qui se pose quand même entre le Conseil constitutionnel et les directives et lois européennes. On a l'impression finalement que le politique français ne peut plus faire grand-chose. D'abord, je voudrais quand même rappeler clairement des choses sur ce texte qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. D'abord, je voudrais rappeler que M. Darmanin était à fond pour le texte qui est sorti version Sénat. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un tas d'amendements qui ont été approuvés par le gouvernement. Bien sûr. Parce que le gouvernement savait très bien qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait écrire. Et je vous rappelle qu'un certain nombre de choses ont été censurées, non pas sur le fond, mais sur la forme, parce que le Conseil constitutionnel a dit c'est pas au bon endroit, et c'est pas à la bonne ligne, et c'est pas dans le bon texte. D'accord. Regardez bien. On a tous fait ça. C'est pour ça. Mais c'est important de le dire. Donc voilà, regardons les choses avec objectivité. Aujourd'hui, si Bruno Retailleau propose une nouvelle loi, c'est pour les réécrire correctement, avec le bon texte et la bonne forme. Voilà. Sur, effectivement, vous l'avez rappelé, le délai de rétention, sur le regroupement familial, est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir le même texte sur le regroupement familial, sur un certain nombre de choses sur lesquelles nous avons du courage à avoir. Moi, je veux bien qu'on dise que ce sont des effets d'annonce. Bruno Retailleau, c'est pas un homme à faire des effets d'annonce, c'est un homme qui est là, qui a toujours une colonne vertébrale et qui l'a effectivement toujours. C'est un homme debout, c'est pas un homme qui fléchit. Donc voilà. Donc aujourd'hui,
on peut tout le temps être dans le déni en disant on ne voit pas, et je le regrette d'ailleurs, les mêmes choses qu'on soit à droite ou à gauche. Bah si, le problème d'immigration, qu'on soit de droite ou de gauche, on a devant nous la même difficulté. Mais on le résout pas de la même manière. Mais on le résout la même difficulté à Madame régler. la sénatrice. Je vais couper personne. Oui, bien sûr. Jusqu'au bout. Donc, j'irai jusqu'au bout. Allez-y. Aujourd'hui, les 11 millions d'électeurs qui sont reportés sur le Rassemblement national aux dernières élections, c'est essentiellement ce sujet-là qui était porté et qui était une expression de la colère. Donc si aujourd'hui, personne, et en tout cas pas les LR, ne court après le Rassemblement national, parce que nous avons toujours eu le courage de dire les choses sans avoir de béquilles à droite ou à gauche. Donc aujourd'hui, avec courage, clarté et fermeté, on va effectivement proposer des choses sur lesquelles nous avons toujours dit les mêmes choses. Voilà. Madame la sénatrice, durant la fin de semaine, il y a eu un certain nombre de déclarations et il y en a une en particulier qui m'a exaspéré, celle d'Olivier Faure qui, comme d'habitude, a dit Bruno Retailleau, avec son projet et ses déclarations, est en train de refourguer le projet du Rassemblement national. Rien ne m'apparaissait plus faux que cela. Est-ce que on n'en a pas assez dans votre camp d'entendre dire que le Rassemblement national a créé l'exigence de sécurité et de justice comme si elle n'existait pas avant? Mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a encore une gauche qui est dans le déni de ce que nous vivons. Clairement. Voilà, moi je suis une élue de banlieue, je vis en banlieue, je vois bien. Voilà, il faut juste ouvrir les yeux, sortir du microcosme et de l'entre-soi et de regarder ce qui se passe à Paris, en province, dans les zones urbaines, comme à la campagne. Il y a beaucoup Madame la sénatrice, il y a beaucoup d'élus de gauche que vous les connaissez en banlieue, qui connaissent aussi bien le problème de l'immigration que vous. Donc, et je vous ai juste dit que la gauche et la droite ne le regardent pas de la même manière. Je vous explique par exemple l'histoire des 11 millions d'électeurs. Je veux bien, mais il y en a à peu près 18 qui ont dit non, justement, qui n'ont pas voté RN, et justement parce que l'immigration n'est pas le problème principal pour eux. Donc, moi par exemple, moi je pense qu'il faut les OQTF, je suis d'accord avec tout le monde. Par exemple, qu'est-ce que vous faites sur les OQTF? Non, c'est très important parce que ça c'est Philippines, les OQTF. Est-ce que par exemple, vision de gauche c'est quoi? La vision de gauche c'est de dire, il y a 12 000 OQTF, il y en a 10% qui sont extrêmement dangereux. Voilà, ça c'est le programme par exemple du Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cible pas mieux les 10% extrêmement dangereux plutôt que d'engorger avec tous les services de préfecture, avec des milliers d'OQTF qui sont un gamin en situation irrégulière qui travaille dans un restaurant, un bar, etc. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Si vous êtes pragmatique et si vous êtes une femme de droite, vous pouvez entendre ça, c'est une solution par exemple de la gauche. On est sévère avec les 10% d'OQTF dangereux. Moi j'ai une question pour vous. Si effectivement on va dans le sens de ce que dit Françoise, c'est-à-dire que les 10% de... On les cible vraiment. Et à ce moment-là, il faut arrêter de les appeler les OQTF, les autres. Je suis d'accord. Si on estime que c'est des gens très graves, il faut trouver quelque chose qui corresponde à ces gens-là. Parfaitement, Cécile, il faut bien nommer les choses. Des OQTF aussi. Non, mais c'est un vrai sujet. Non, mais arrêtez avec le réel. Jacqueline Eustache-Brinio. Je vous pose cette question. Est-ce que vous êtes capable? On ne peut pas parler de l'immigration en parlant des 10% de dangereux. Quel est le problème de la France aujourd'hui? Mais quel est le problème aujourd'hui de la France? C'est que nous subissons aujourd'hui une entrée massive de gens qui rentrent de manière illégale dans ce pays, illégale, il faut quand même juste le dire, et qui restent et qui se maintiennent sur le territoire, même s'ils n'ont plus la possibilité d'y rester. C'est ça aussi l'enjeu de l'avenir. C'est que faisons-nous de toute cette immigration que nous ne savons pas gérer, que nous accueillons d'ailleurs très mal. Parce que la bonne conscience de dire on les laisse rentrer, puis après ils doivent se détendre sur les trottoirs, moi je pense qu'on n'a pas à être fiers de ça non plus. Donc voilà, nous ne pouvons plus accueillir toutes celles et tous ceux qui veulent venir sur ce territoire. Ce n'est plus possible. Et ça, il faut juste l'accepter. Voilà. Un petit mot 0826 300 300 avec... Baptiste, on vous écoute Baptiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, allez-y. Alors c'est compliqué parce que je vais pas avoir beaucoup de temps et il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais du coup pour rebondir sur ce qui a été dit à la fin, on peut pas encore accueillir tous ces gens, on ne peut plus accueillir tous ces gens.
Eh bien, c'est un discours qui serait parfaitement entendable si on arrêtait d'aller foutre le bordel dans leur pays et qu'on arrêtait de les forcer à quitter leur pays à cause du dérèglement climatique, à cause des coupes dans notre République au développement, de notre solidarité internationale. Sinon, ce discours-là n'est plus entendable. Il est encore moins entendable quand les gens qui demandent à corps et à cri une loi immigration n'ont pas de problème avec les immigrés ukrainiens, mais ont un problème avec les immigrés maghrébins. Vous pouvez la tourner comme vous voulez, l'histoire. C'est la vérité, il n'y a pas eu un terroriste ukrainien sur le territoire national. Excusez-moi, moi j'entends ce que dit Baptiste, pardonnez-moi de vous le dire. Jean-Michel Fauvergue. J'ai trop parlé, moi. Non, Baptiste, oui, je pense que vous poussez un peu le trait, parce que moi, j'ai connu réellement face à moi des terroristes. Je n'ai pas vu un seul d'Ukrainiens il y a des Tchétchènes quand même. d'Ukrainiens qui venaient d'ailleurs. Bon, par contre, je voudrais revenir sur la proposition de dire on expulse 10% des extrêmement dangereux, mais tout flic vous dira extrêmement dangereux, on ne sait pas ce que ça veut dire. À un certain moment, on peut basculer du pas dangereux au très dangereux. Mais si, c'est vrai, sur les affaires terroristes, bien évidemment qu'on l'a vu. Il faut arrêter, bien évidemment, il faut arrêter là-dessus. Donc, il n'y a pas de solution, en fait. En vérité, tout est engorgé. Il y a 12 000 OQTF, il n'y en a pas une seule. Ce sont des gens qui sont en infraction. On a une invitée, s'il vous plaît. Ça serait bien qu'elle puisse parler. Le problème, c'est que il faut prendre la question dans sa globalité. 10% de très dangereux, ça ne veut évidemment que les 10% de très dangereux, ils n'ont rien à faire ici. Mais le sujet n'est pas ça, n'est pas celui-là. Le sujet. J'aimerais pouvoir finir sans être coupé. Allez-y. Le sujet, c'est de dire. Nous ne pouvons plus accueillir cette immigration massive parce que nous n'avons pas la capacité à intégrer correctement toute cette population qui arrive chez nous. Donc, ayons des outils pour effectivement voir avec les pays d'origine comment tous ces gens qui sont frappés par des OQTF puissent retourner chez eux. Comment se fait-il que l'Allemagne arrive à expulser mieux que la France? C'est juste hallucinant. Donc non, nous devons aujourd'hui écrire clairement ce que nous voulons en matière d'immigration. Et chaque homme et femme politique et chaque parlementaire prendra ses responsabilités face aux citoyens qui attendent de nous du courage et de la volonté. Voilà. Merci beaucoup, Madame la sénatrice Jacqueline Eustache-Bregnaud, sénatrice LR, membre de la commission paritaire lors de la dernière loi immigration. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, on garde Baptiste. Baptiste, vous avez révisé? Bien sûr que vous avez révisé, arrêtez. Mytho. Ça va encore bien se passer. En fait, je pense que c'est Baptiste qui va gagner. Baptiste, vous restez avec nous. On est ravis de vous accueillir, bien entendu, dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit? Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, mais je coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, bienvenue dans Les Vraies Voix. Puisque vous les avez commandées à Noël, on vous les donne un petit peu en avance. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue. C'est pas tous des cadeaux. Eh ben, on a bien les boules. Elle est bien quand même, elle est bien. Les boules, Non mais elle est bien. Oui. Mais elle est bien. C'est de la propos quand même. Oui. Non mais vous vous rendez compte quand même, pardon de le dire, 17h50, 14 octobre, il y a déjà des boules de Noël dans les magasins. C'est pas un peu tôt? C'est un peu tôt, non? De plus en plus tôt. Tous les sortir les galettes miroirs pendant qu'on y est. Oui. Mais bientôt au mois d'août, non? Oui. Il faut que ça s'arrête, non? Bon bref. À un certain moment, on va zapper la saison du barbecue. Non, je vous concède que ça n'est pas non plus l'info du jour exceptionnelle. L'info du jour, c'est forcément... c'est le qui c'est qui l'a dit surtout. Mais en tout cas, Baptiste. Mon cher Baptiste, il faut lancer le jingle. Je vais lancer. On joue tout de suite au jeu préféré de Philippe Bilger. Seul moment de sa journée où il est réduit au rôle de spectateur. Les vraies voix Sud Radio.
Mais mon cher Baptiste, vous ne m'avez pas écouté tous les fois. Ah, c'est vrai. De toute façon, maintenant, je sens qu'il n'est pas tranquille, Baptiste. Non, c'est pas qu'il est pas tranquille. Il est doué, je crains le pire. Baptiste, non seulement vous le vannez, mais en plus vous l'appelez Philippe Bilger. C'est Bilger. Ça, il n'aime pas du tout. J'avais besoin de la rime avec seul moment de Mais voilà, j'ai bien compris. Bravo Baptiste. Allez, on y va. Vous portez un très beau prénom, en tout cas. Ouais. Qui c'est qui l'a dit, mon cher Baptiste? Un point sur sa non-nomination à Matignon. Marine Le Pen a considéré que j'étais la plus sérieuse menace pour son avenir. Je sais. Attendez, Baptiste. Ça doit être mise à l'intérieur. Bertrand. On a dit en même temps. En même temps, un point chacun. J'en prendrais volontiers 2 sur 3. C'est ça. Il n'y a qu'un point. Il n'y a qu'un point. Un point pour Philippe, un point pour toi. Qui c'est qui l'a dit? Il a 3 points. À 3 points, Baptiste. Le gouvernement a cramé la caisse. Ce budget 2025 est très injuste. C'est impôts et rabots et il ne prend pas en compte ceux qui ont été vertueux. Pécresse. Bonne réponse de Baptiste qui engrange Valérie 3 points. Pécresse, c'est un peu son mot, ça, cramer la caisse. Hein. Oui, elle adore cramer la caisse. Non, j'adore. Elle l'avait déjà. Oui, c'est ça. Mais elle l'avait déjà dit pour la présidentielle. L'année dernière, exactement. Elle a qu'une punchline, Valérie, donc elle l'utilise. Il est bon, ce Baptiste, il est drôle comme tout. Moi, j'adore. Vivement la vanne sur moi, je l'attends avec impatience parce que j'adore ces vannes. Question, qui c'est qui l'a dit? Baptiste, 2 points. Ça fait 50 ans que la France dépense plus qu'elle ne gagne et ensuite il y a eu des dépenses totalement injustifiées. Le quoi qu'il en coûte, le bouclier tarifaire, etc. Totalement justifié. Je sais. C'est Oui, bonne réponse. Il l'a dit, il est fort. Gabriel Attal. Qui c'est qui l'a dit? Baptiste a 1 point. Mais c'est toujours bon à prendre 1 point. Bah oui. Je la laisse à Philippe, celle-là. Je vous pas. Moi, je fais la politique du pire, je laisse gagner Baptiste. Si ce gouvernement poursuit la politique d'Emmanuel Macron, nous le censurerons. Je sais. Baptiste. Le Pen. Non, c'est Tanguy. Jean-Philippe Tanguy. Bardella. Bonne réponse de Baptiste. Il gagne tout, il rafle tout. Il est fort. Bah oui. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points. Emmanuel Macron, en ne nommant pas Lucie Castet, a tout bloqué dans la vie politique. Baptiste. Ça peut être un Mélenchon, ça peut être Non. Éric Coquerel. Non. Et Olivier Faure. Non. Valérie Rabault, Boris Vallaud. Non, c'est pas Lucie Castet. Boris Vallaud. Non. Ah bon? Une femme. Sandrine Rousseau. Bonne réponse, Sandrine Rousseau. Bonne réponse de Françoise Degois qui marque 2 points. Et on est à combien là? Parce qu'il nous a... pour le moment, 6 points pour Baptiste, 3 points pour vous, 1 point pour Philippe Bilger et Jean-Michel Fauvergue est prié de se réveiller. Ouais. Qui c'est qui l'a dit? Ça serait bien qu'ils viennent dans l'émission déjà. Parce que... Qui c'est qui l'a dit? Attention. Qui c'est qui l'a dit? Gagne pas du temps, toi, salaud. Si Olivier Faure n'a toujours pas compris qu'il y avait un problème avec l'immigration dans ce pays, comme le dit une majorité de Français, c'est qu'effectivement, il n'a rien compris. Baptiste. Ça, je sais pas. Maud Bréjon. Tanguy. Non. Non. C'est qui? C'est de la droite? Xavier Bertrand. Non. C'est de droite. Non, c'est RN. C'est de droite. C'est RN Tanguy, alors du coup. Bonne réponse de Philippe Bilger, Sébastien Chenu, et il remonte. Et il remonte, Philippe Bilger. Ça dure jusqu'à quand là? Allez. Il reste un peu plus d'une minute. Il y en a encore pour 2 ans. Donc, Faut que je me réveille là. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points. Écoutez Baptiste, il y a beaucoup trop d'impôts et notamment qui touchent le travail, qui touchent les entreprises, qui touchent les travailleurs. Baptiste. Ça doit être un gauchiste, ça, c'est sûr. Qui ça? Vous avez dit quoi? Darmanin. Bonne réponse de Baptiste. Gérald Darmanin. Bah ouais. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Sur l'augmentation des budgets de l'Élysée et du Parlement, cette augmentation n'est pas compréhensible pour nos concitoyens. Ah oui, ça je sais, je l'ai vu passer. Comment? Qui? Non, c'est Armand, c'est le... Bonne réponse. Antoine Armand, ministre de l'économie. Il est extraordinaire. Attends, on n'a rien vu. Bon, j'y vais moi. Allez, la dernière. Question, qui c'est qui l'a dit? 2 points. Une nouvelle loi immigration est nécessaire en 2025. Bon, mode Bréjon.
allez, ça va. Il a gagné de toute façon. Ah voilà. non, il a gagné. Hein. Et moi, je suis à combien là? Est-ce que je suis vous passé devant compte 2 Bilger? points. Vous êtes passé devant Philippe Bilger de manière pas fair play. Ouais, ça va, mais Baptiste, 11 points. Je conteste. Combien de points pour Jean-Michel? Il finit à combien de points, Jean-Michel? À 0, monsieur. La 0. tête à C'est Toto. une fierté, monsieur. Et Baptiste, vous avez conscience que vous vannez un procureur général et l'ancien patron du RAID. Si un jour on vous avait dit que Baptiste, vous feriez on ne sonnera pas à votre porte. On la fracassera. Jean-Michel ne gagne pas tous les raids. Baptiste, on vous J'ai tellement embrasse. gagné à ce jeu que je ne peux pas en tirer des lauriers particuliers. C'était la routine pour moi. Il est bon. Baptiste, merci mille fois d'avoir joué avec nous. En tout cas, on était ravis de vous accueillir. Allez, le journal dans quelques instants et la météo. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Après cette démonstration de Philippe David, comment dire, avec Rémi André? Vous avez jamais touché sa barbe? Non. Moi, oui. Ils ont une relation particulière. Vous nous avez jamais dit qu'on avait une Mais non, mais c'est parce qu'on se fait la bise avec Rémi André. Et je peux vous dire qu'il a une barbe très douce. Je vais m'éloigner un peu. Et il a une barbe très douce et une voix très douce. Oui, d'accord. Voilà. Mais votre âme est très douce. Ah ben oui, je Mais c'est confirme. bien d'assumer. Hein, bravo. C'est bien. Voilà. Mon Dieu, vous avez manqué quelque chose, Françoise de Gois. Allez, asseyez-vous, Françoise. Philippe Bilger est avec nous. Françoise de Gois, Jean-Michel Fauberg. Voilà. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. De quoi parle-t-on, Philippe? J'en ai ras le pompon de ceux qui refusent le progrès technique. J'en ai ras la barbe. Voilà, c'est tout. Ce serait tellement. Allez. Mais j'en ai pas. 0826 300 300. Vous nous laissez des messages sur notre répondeur. Merci beaucoup et on les écoute. Marie-Claire de Bergerac. Je voulais prendre la parole au sujet de la ligne à grande vitesse. J'habite Bergerac, donc une commune rurale, sans juste un TER, sans transport, et je n'ai pas de voiture. Donc pour moi, je suis absolument pour cette création de ligne. Et je ne comprends pas que des écolos, soi-disant écolos, s'opposent au train. Merci beaucoup. Alors, merci Marie-Claire. C'est 3 jours de manifestation contre la NGV. La ligne à grande vitesse, la LGV, pardon, qui doit relier Bordeaux à Toulouse pour permettre de faire Paris-Toulouse en 4 heures au lieu de... dans 3 heures, pardon, au lieu de 5 heures et quelques, ou de prendre l'avion. Ouais. Et c'est un peu comme l'autoroute Toulouse-Castres, il y a les écologistes qui manifestent. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Bilger ? J'ai été scandalisé par un reportage sur TF1, je crois, samedi soir, sur les violences qui ont été exercées, notamment à tel point qu'un véhicule de gendarmerie a été totalement détruit. Et j'ai trouvé le reportage d'une partialité absolue. On donnait le point fort, en quelque sorte, au soulèvement de la Terre. Invraisemblable. Bon, allez, après, moi, les soulèvements de la Terre, c'est pas tous des gens qui tapent. Il y a beaucoup de gens qui sont des vrais militants, sincères, et qui considèrent que cette ligne, par exemple, j'entends ce qu'elle dit, mais que cette ligne, par exemple, abîme la biodiversité. Il y a un moment donné, il faut trouver des équilibres, en fait. Moi, je suis pas du tout contre le progrès. Je pense que les LGV sont très importantes, mais il faut des tracés intelligents. Il faut véritablement tout harmoniser. Je le redis, hein, moi je suis pas une écologiste radicale et forcenée, j'ai jamais aimé les Verts, j'ai jamais voté Vert de mon existence. Je dis juste que il y a absolument une harmonie à trouver parce que tout est au rouge. Donc sur la partialité, vous trouverez toujours les choses partielles, mon cher Philippe Bilger. Tous les soulèvements de la Terre ne sont pas des gens qui brûlent les bagnoles. Voilà. Okay. Jean-Michel Fauberg. Oui, à un certain moment, je pense qu'il faut prendre des décisions parce que toujours avoir un pied à droite, un pied à gauche, c'est le en même temps. C'est quelquefois un peu difficile. Alors vous disiez, vous compariez avec le Castres-Toulouse, l'autoroute Castres-Toulouse, pas tout à fait comparable. Castres-Toulouse, vous gagnez 20 minutes sur entrer dans l'autoroute. Là, il s'agit de se déplacer en moins de 3 heures, alors qu'aujourd'hui, on prend les avions et on pollue beaucoup plus. Et puis la pollution d'une autoroute n'est pas la même que celle du train. Exactement. Donc
c'est aberrant. Mais je prenais l'exemple des oppositions au chantier. Oui, j'avais bien compris. Ce qui est aberrant, surtout, c'est la politique. C'est aberrant d'avoir des écologistes qui s'opposent à ça. C'est pas ça qui est aberrant. Ce qui est aberrant, c'est le développement du train, et ça, on en a tellement parlé. Le développement du tout TGV, ça a été un désastre. C'est-à-dire que quand vous allez dans la verticale, c'est aucun problème. Quand vous commencez à aller sur les horizontales, c'est un enfer. C'est un enfer. Essayez donc de faire La Rochelle, Mulhouse. J'en sais rien. Là, c'est pas de ça qu'on parlait. On parlait de Paris. Non, mais Paris-Toulouse, c'est une honte. Pourquoi il n'y a pas de TGV Paris-Toulouse? C'est ça la vraie question. Non, mais la seule vraie question, c'est celle-là. Réfléchissez dans votre coin, faites-nous je sais pourquoi. Allez, on reste ensemble dans un instant. Ce sera le coup de gueule de Philippe David. À tout de suite. J'adore. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Lundi, tout est permis avec Françoise Degois, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvert. Je vous ai à l'œil. J'aime bien notre petite équipe du lundi là. Ouais, on va pas encore rechanger parce que moi, j'ai besoin de rituels, j'ai besoin d'habitude. Mais vous serez toujours là, François. Non, mais je sais très bien que c'est ça qui vous ennuie. Mais un jour, je ne serai plus là. Peut-être que je serai encore là et que je ne serai plus. Je ne sais pas. C'est peu probable. Je n'en sais rien. Nous ne savons pas. Ne pariez pas sur l'avenir. Que je reste plus longtemps. Je peux faire un petit témoignage. Si vous permettez que cette décision nous appartienne avec Philippe David. Oui, je voudrais faire un petit témoignage. On vient de parler de la ligne à grande vitesse là, tout à l'heure. Ça me rappelle que j'ai pris le périph' à Paris il y a quelques jours à 50 km/h. Ah oui, je me suis régalé. À pied ou en voiture? Non, vous pouvez presque le faire à pied. Non, c'est hard. Parce que 50 sur le périph' en voiture, c'est lent. Ah, ouais. Mais 50 à pied, c'est rapide. Ah oui. Ça dépend de la réfléchissez à ça. C'est toujours ce qu'on appelle l'angle de vue. Allez, tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et aujourd'hui ce sera un village situé quelque part dans l'espace. Pourquoi dans l'espace? Parce que les réactions au tweet d'Elon Musk pour le lancement de la fusée Starship m'ont pour certains surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Commençons par le tweet avec la photo de la fusée et la phrase « The future we want », l'avenir que nous voulons, retweeté par Sandrine Rousseau avec un mot lapidaire « No ». Preuve qu'on peut tout aussi bien dire et tweeter des inepties tant dans la langue de Shakespeare que dans celle de Molière. Après une photo, une vidéo, celle prodigieuse du booster de la fusée récupérée par la tour de lancement avec ce mot d'Elon Musk, le booster de la fusée Starship rattrapé par la tour. Une vidéo retweetée par l'essayiste Mathieu Slama avec ce commentaire « Est-ce que tout cela sert le bien commun? Est-ce que ça va améliorer nos vies? Je n'en suis pas sûr. » Comme si une fusée partant dans l'espace 67 ans presque jour pour jour après le lancement de Sputnik 1 pouvait ne pas faire rêver. Alors peut-être que pour Sandrine Rousseau, la conquête spatiale n'est pas l'avenir qu'elle désire, mais alors quel avenir? Comme elle n'aime pas non plus les voitures, peut-être est-ce le retour des diligences et des carrioles. Et pour répondre à Mathieu Slama, oui, il faut toujours croire au progrès technique qui finira un jour ou l'autre par servir le bien commun et améliorer nos vies. Les fusées ont permis, entre autres progrès, de mettre en orbite des satellites qui permettent de suivre en temps réel les dangers météorologiques qui pèsent sur les navires et avions et leur permettent d'anticiper ces dangers. Tout comme le GPS, les matériaux composites, l'imagerie médicale ou encore les airbags qui ont été mis au point grâce à cette même conquête spatiale. Alors bravo à Elon Musk, merci de nous faire rêver et de permettre à l'humanité d'aller toujours plus loin, toujours plus longtemps, toujours plus vite. Et tant pis pour les pisse-vinaigres qui regardent le train du progrès technique passer devant eux en refusant de monter dedans. J'ai la plus grande admiration pour les prouesses techniques que vous venez de rapporter, même si je considère que la vie terrestre, la vie intime, offre beaucoup plus d'aventures que là-haut. Je suis assez d'accord avec Philippe. Je pense que l'aventure humaine, l'aventure des relations humaines, l'aventure de la création artistique, pour moi, est quelque chose qui me bouleverse beaucoup plus, en réalité, que la fusée Starship. Mais là où je rejoins complètement Philippe, je suis d'accord avec vous. C'est fascinant. Après, on peut trouver le personnage détestable, épouvantable. Enfin, c'est un affreux bonhomme. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme imagine, en fait, et il vit ses rêves. Donc là, pour moi, c'est ça. Après, j'ai une limite vraiment sur Elon Musk.
Musk, c'est que derrière Mars, en fait, il y a sa passion et son obsession sur l'homme augmenté. C'est-à-dire que Elon Musk, il cherche l'immortalité pour les êtres humains. Là, je pense que je vais commencer à m'énerver quand il commencera à montrer ses travaux de recherche. Mais quand même, je ne peux que le saluer. Mais je suis comme Philippe. Je pense que la chapelle Sixtine est quelque chose qui m'émeut plus que Starship accueilli dans les bras de son pas de Vous êtes en train de dire que vous ne voulez pas de Philippe jusqu'en 2080? Non, mais je veux dire par là que vous devenez immortel, ma chère. Non, mais vous comprenez bien que l'art est quelque chose qui est la plus grande aventure et au-delà du progrès. Je pense que vraiment. Jean-Michel Fauvergue, ouais. Bon, moi j'ai appris déjà que Sandrine Rousseau savait parler américain. No. C'est ça. No. Non. C'est un peu bête, non, ce que tu viens de dire. C'est drôle. Non, c'est drôle. Moi, je trouve que je suis très drôle. Ah, c'est vrai. Mais vous savez, Jean-Michel, faites comme nous, l'autosatisfaction, ça fonctionne. Ça marche bien. Et puis, justement, parce qu'on parle d'autosatisfaction, moi, j'ai parlé de réitération. La technique à Elon Musk, c'est une technique de réitération. C'est-à-dire, on fait, ça ne fonctionne pas, on refait, ça ne fonctionne pas, on refait, et ça commence à fonctionner. Et là, on arrive à un résultat technique, je parle uniquement de la prouesse technique, qui est extraordinaire. La problématique qu'on a souvent, c'est qu'on s'arrête en chemin. Quand ça fonctionne pas, on s'arrête en chemin. Lui ne s'arrête pas en chemin. La détermination. Ceci dit, il a les moyens. Donc voilà. Donc c'est en ça que je me trouve quand même assez bien. C'est bien ce que j'ai dit. C'est bien. C'est vachement bien, bravo. Quand même, pour un policier, il s'est pensé. Bravo. Pas mal, il a une forme, la réitération, il a une forme d'argumentaire. On sent qu'il est passé par l'Assemblée. Non, mais il a raison. Je trouve que continuer jusqu'au moment où on trouve des choses, et je suis d'accord avec lui. Après, à l'Assemblée, quand ils ont trouvé que j'étais un peu trop, ils m'ont viré. Voilà, c'est dommage. Le succès, vous savez, nous, on va vous garder. Ah bah oui. Ça, c'est sympa. Vous savez, comme disait Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais se décourager. Oui, c'est ça, c'est sa phrase préférée. Il a toujours une petite phrase. Et Churchill disait aussi, quand vous êtes en enfer, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez. J'ai toujours adoré. Vous savez, parfois, je dis des trucs bien, vous devriez reprendre des phrases que je dis. Par exemple, là, le tour de table de l'actu des vrais. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ah bon? Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est tout à fait vrai. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Le tour de table de l'actualité. Et c'est le tour de table de l'actualité, citation illustre de Cécile de Ménibus, non moins illustre, et Philippe Bilger, le vôtre, et concerne un rugbyman illustre. Et il a été défloré justement par notre ami Jean-Michel Fauvergue. Il avait totalement raison, Jean-Michel. Je ne savais pas comment fonctionnait WhatsApp. Puisque j'ai donné mon sujet à Majid. Non, c'est pas la peine. C'est bon, les détails. Non, réexpliquez pas tout. Je voulais vous l'expliquer. Bon, je laisse tomber. Donc Antoine Dupont. Un jour, Philippe, j'aimerais bien que vous nous fassiez une conférence sur comment fonctionnent les réseaux sociaux. Alors là, je peux vous parler des miens, sans problème. Mais ceci étant dit, Antoine Dupont, que j'ai vu jouer en seconde mi-temps pour Toulouse contre Clermont, a été éblouissant puisqu'en 9 minutes, il a marqué 3 essais et il a failli en marquer un dernier dans la plus belle action du match, dernière minute, un essai qui aurait pu être de 80 mètres. Malheureusement, il y a un en avant d'un avant Arnold, mais peu importe. J'aime énormément Antoine Dupont, qui est formidable sur le terrain et hors du terrain. Et peut-être que ma déception à l'égard de Kylian Mbappé sur son comportement en dehors du terrain de foot, objectivement, il reste un très grand joueur, fait que je suis de plus en plus enthousiaste d'Antoine Dupont. Françoise de Gaulle, il est de plus en plus ovaliste, Philippe Bilger. Oui, de toute façon, nous on aime le rugby ici par naissance ou par goût. Voilà, moi je suis fasciné aussi par Antoine Dupont. Je trouve il incarne exactement ce qu'a été le rugby en opposition en fait au football. Le rugby, ça a été un sport de terrien, ça a été un sport de ruralité. Il s'est construit contre le football qui a été un sport d'ouvriers, en gros, si on schématise le point de départ. C'était le sport des étudiants en Angleterre et des mineurs au Pays de Galles notamment, et des paysans en France. Et avec des histoires incroyables dans tous les clubs juifs de Londres, qui est une histoire incroyable. Donc j'adore Antoine Dupont. Ma seule crainte, c'est que je trouve qu'il a une surexposition depuis les Jeux Olympiques. J'espère simplement qu'il gardera la tête froide, c'est ça. Parce que Kylian Mbappé, il était charmant en arrivant de Monaco. Jean-Michel Fauvergue.
Je pense que la vie, c'est comme un ballon de rugby, les rebonds sont aléatoires, ils vont. Et quand vous avez du talent, mais quand vous êtes en état de grâce. Et quand vous avez du talent, comme Philippe David avec son ventre. Et quand vous avez du talent, et quand vous avez du talent en face de la vie, eh bien le rebond vous revient toujours dans les mains. Et c'est ce qui s'est passé sur le deuxième essai d'Antoine Dupont. Le rebond lui est revenu comme par magie dans les mains. Magnétique. Et ce garçon-là, il est extraordinaire parce que quand il met un essai, il est content, il est heureux, mais il se roule pas dans le gazon. Non mais les rugbymen se roulent pas dans le gazon. Certains plongent très. Lui, hop, il aplatit gentiment avec plein de grâce. Il est plein de grâce, ce garçon. Ouais, il est très élégant. Ouais. Et j'en profite pour vous rappeler quand même que vous avez la possibilité de rencontrer Antoine Dupont grâce à Sud Radio. Si vous écoutez le mot de passe pendant le top horaire, vous notez et vous vous retrouvez sur sudradio.fr et vous pourrez peut-être être l'un des grands gagnants de cette belle opération. Rencontrer Antoine Dupont quand même, c'est fabuleux. Hein. En plus, il est des Hautes-Pyrénées. Il est de chez nous, vraiment. Et si vous ne pouvez pas le rencontrer, vous rencontrerez Philippe David. Ouais. C'est bien aussi. Oui. Mais c'est bien aussi. C'est 2 salles, 2 ambiances. Mais non, mais là, Philippe, et là on est dans le funky avec vous. On est dans la drôlerie. On est dans le mytho surtout. J'adore, on est dans la drôlerie. Vous savez que je suis un peu Dupont, hein, parce que mon arrière-grand-mère des Hautes-Pyrénées s'appelait Dupont. Mais lequel, avec le T ou avec le D? Avec un T comme Antoine. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Non mais il va s'inventer en plus. Non mais c'est vrai. Non mais mytho, mais juste là. Je vous promets. Allez, n'importe quoi. Laissez-les parler. Allez, on y va. On s'en va. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix les amis, on est ensemble jusqu'à 19h tous les jours du lundi au vendredi et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous savez que votre voix est encore plus douce que la barbe de Rémi André. Qu'est-ce que vous avez? Mais vous avez besoin de câlins en ce moment, ça? Il a introduit une sensualité dans l'émission. C'est horrible. Allez, j'en profite pour vous annoncer que si vous savez que le salon de l'automobile démarre aujourd'hui et que jeudi nous serons en direct avec Philippe David et bien entendu Philippe Ligère aussi en direct du salon de l'auto. Ce sera génial parce qu'on adore le salon de l'automobile, on adore la voiture sur Sud Radio. On a les vraies voix qui font rouler la France le jeudi soir, ça roule avec nos amis Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. On parle auto. Mais c'est quand je vous pousse que ça roule, Philippe David. C'est pas. Vous parlez encore de. Moi la méchanceté. Non, ça va. Tout ça est fait. Ce sont des effets spéciaux, c'est pour faire rire. Le retour de table de l'actu des vraies voix. Françoise Degois, la solitude d'un président. Oui, alors je suis assez frappée parce que ça sort peut-être moins dans la presse française que dans la presse internationale. Je lisais un papier dans Le Temps. Nos amis suisses font un papier très très fort et très argumenté sur la solitude d'Emmanuel Macron et sur finalement le fait que en quelques semaines, en fait, ouais, mais là cet homme a tout perdu en réalité. Il a perdu le pouvoir, il a perdu la parole, il a perdu comment dirais-je la moindre prise sur ce qui est en train de se dérouler. Il y avait un très bon papier dans l'Instant Pas aussi là-dessus. Donc finalement ce président qui a été porté au nu par les mêmes journaux. Moi, je me souviens des papiers, Jean-Michel s'en souvient, dithyrambiques de la presse européenne sur Emmanuel Macron. C'était dingue et ça a duré des années. Et bien là, on voit que c'est assez extraordinaire. Vous connaissez tous l'Ecclésiaste, vanité, vanité, tout n'est que vanité. Et c'est passionnant de voir à quel point quand vous n'êtes plus en situation finalement les choses se retournent et ça devrait être finalement comment dirais-je une grande leçon pour les hommes politiques sur le caractère éphémère même si ça a duré 5 ans. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans la tête d'Emmanuel Macron. Il fait passer les messages qu'il n'aime pas son ministre de l'Intérieur, il fait passer les messages qu'il n'est pas d'accord avec le fait que le ministre de l'Enseignement supérieur soit allé au congrès de l'UNI. Il fait passer tous ces messages mais en réalité c'est tellement à faible intensité, c'est tellement sous les radars qu'on ne l'entend pas. Et c'est quand même extraordinaire, incroyable de se dire que d'une certaine manière, Le Temps titrait la disparition d'Emmanuel Macron et moi je pense que c'est une forme vraiment de disparition terrible certainement pour lui. Il y a deux choses. D'une part, en effet, il n'est pas dans une vraie cohabitation et ça ne lui permet pas de dire toujours ce qu'il pense et qui serait contraire à ce que fait le gouvernement. Et deuxième élément, pour rejoindre Françoise, j'ai lu un excellent article dans le Figaro sur le retour de ses soutiens initiaux et qui viennent l'aider, l'encourager et dire que grâce
grâce à eux, le macronisme ne disparaîtra pas en 2027. C'est assez intéressant de voir à quel point sa solitude a besoin de tuteurs. Jean-Michel Fauvergue. Oui, vous parlez sans doute de l'entourage habituel qu'il y a autour des initiaux. Initiaux et qui a autour de ses présidents et qui quelquefois contribuent à son isolement. Enfin, souvent d'ailleurs, contribuent à son isolement. Je suis d'accord, ils ont fait beaucoup de mal, ces gens-là. Hein. Ils l'ont complètement enfermé dans le premier quinquennat. Alors, ce qui est intéressant dans l'analyse de François, c'est que Emmanuel Macron a toujours, même quand ça a tangué au niveau du pays, dans le pays, en France, a toujours eu une prédominance sur l'extérieur et marqué ça. Il avait sa patte sur l'extérieur. Là, c'est plus difficile. Il est sauvé parce que du côté de l'Allemagne, le chancelier a aussi pas mal de problèmes. Oui. Mais effectivement, il disparaît un peu de la vision européenne pour l'instant. En tout cas, il va falloir peut-être à un certain moment attendre un peu. Je pense qu'il leur a préparé quelque chose. C'est pas possible qu'un homme comme Emmanuel Macron, à un moment donné, ne rejaillisse pas comme un diable de sa boîte. Ça me paraît inimaginable. Allez, Jean-Michel Fauvergue. Mettre 4 ans pour rebaptiser le collège où exerçait Samuel Paty. Mettre 4 ans pour rebaptiser ce collège, moi, c'est une démonstration, à mon avis, d'une couardise collective. 4 ans, effectivement, après l'assassinat de ce professeur de géographie, le conseil d'administration du collège, il y a quelques jours à peine, venait d'approuver le principe de changer de nom. 4 ans après, 4 ans. Moi, je me souviens avoir commenté ça sur un plateau de télé il y a 2 ans, il y a quasiment 2 ans de ça. Et tout le monde s'orientait, les débats s'orientaient assez rapidement sur un espèce de réflexe pavlovien. Qu'a fait l'État? Pourquoi l'État si? Pourquoi l'État là? En fait, ça vient pas de l'État. C'est à l'étude, il s'avère que le blocage venait de quelques enseignants craintifs, de quelques parents d'élèves frileux et d'élus locaux timorés. Chacun s'ayant accaparé une sorte de douleur paralysante à la crainte de représailles de cet acte que certains estimaient de provocation. Un acte de provocation que de nommer le lycée Samuel Paty. Il se comportait comme et se complaisait dans un statut de potentielle victime jusqu'à oublier le véritable martyr de cette affaire-là. Mais en toute honnêteté, rebaptiser un établissement public, mais quel risque majeur il y a, peut-on prendre à rebaptiser un établissement public du nom d'un héros national? De qui se moque-t-on aujourd'hui? Cette passivité, cette peur panique est non seulement le signe d'un énorme renoncement à la dignité, mais aussi un abandon de toutes les résistances et la porte ouverte aux agressions futures. Moi, pour une fois, je pense qu'il faut oser le courage de résister, oser le courage de se rebeller, et oser le courage de la solidarité face à la barbarie, oser le courage. Philippe Bige. La peur dans les petites choses comme dans les tragiques, vous avez raison. Jean-Michel est une plaie dans notre pays incroyable. Oui, la peur même que nous avons tous. Donc moi, je suis d'accord à 100% avec ce que vous dites, Jean-Michel. Je trouve ça délirant qu'on ait attendu 4 ans. Il fallait le faire dans la foulée, tout de suite, en fait, en réalité. Mais soyons heureux que ça arrive. Oui, voilà. Que cet établissement porte le nom de cet homme. C'est arrivé dans d'autres villes bien avant. Oui. Je suis d'accord, mais c'est le sien, là. Là, on parle de son établissement. Dans au moins une ville, on a refusé de rebaptiser une place ou une rue Arnaud Beltrame de peur des représailles. En tout cas, je suis ravi parce qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo a définitivement terminé avec l'avenue Bugeaud, le massacreur des Algériens pendant la conquête, et l'a remplacé par l'avenue Germain, qui est un compagnon de la résistance. Et je trouve ça génial. Merci beaucoup, Jean-Michel Fauvergue. Merci à vous. Tout de suite, l'Info Plus, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Kylian Mbappé dénonce des fake news après les informations sur une plainte pour viol dans l'hôtel où il a séjourné en Suède. Oui, un journal suédois a sorti cette info aujourd'hui. Une jeune femme aurait porté plainte pour viol, des faits qui auraient eu lieu dans l'hôtel où il séjournait au moment où le footballeur s'y trouvait avec des proches. La police de Stockholm se serait rendue sur place, aurait ouvert une enquête. Pas de lien établi, c'est très important, entre cette plainte et le footballeur ni son entourage. Pour autant, même hôtel et au moment de son séjour, eh bien, ça suffit à faire que l'info était largement reprise aujourd'hui. Kylian Mbappé a donc répondu tout à l'heure sur les réseaux sociaux, je le cite. Fake news, écrit-il, et il ajoute, ça en devient tellement prévisible. Puis Kylian Mbappé, toujours d'ajouter, je le cite toujours,
Veille d'audience, comme par hasard, car oui, il faut savoir que demain, Kylian Mbappé et son ancien club, le PSG, ont rendez-vous à la Ligue de football professionnel pour le conflit financier qui les oppose. Le joueur réclame 55 millions d'euros au club parisien. Et donc, eh bien, dans cette réaction, il établit une sorte de lien entre cette histoire de viol à Stockholm, ce qu'il décrit comme une fake news, et cette audience, bras de fer avec son ancien employeur, avec lequel il a rendez-vous demain. Sérieusement, qu'est-ce qu'il faisait à Stockholm alors que les... Non, et moi, j'en sais rien, moi, de ces histoires, ne m'intéresse pas. Mais la réalité, c'est que ce jeune homme était officiellement blessé. Il joue quand même avec le Real. Il ne joue pas avec l'équipe de France face à Israël. Et en plus de ça, il est en week-end. Enfin, je veux dire, t'es blessé, t'es pas blessé, t'es en week-end, t'es dans un hôtel. Non, moi je défends pas. Enfin, il a un comportement de plus en plus. Défendu, tout le monde l'a défendu. Tous les joueurs l'ont défendu. Mais il est de plus en plus lunaire. Deschamps l'a défendu. Vous rendez compte ? Il y a un match ce soir, non ? Vous vous rendez compte, cet homme ? Vous vous rendez compte, ce jeune homme ? Il faut mettre Dupont. Ce jeune homme qui était extraordinaire, ce jeune homme qui était un véritable génie du football. Il est en train, à cause du fric, un espoir pour les quartiers. Un espoir des quartiers. Ce jeune homme est en train de glisser tranquillement, je veux dire, presque dans. J'aimerais bien qu'il se réveille parce que pour le moment son football est éteint et lui est en train de s'éteindre aussi. Il est fatigué, comme physiquement. D'ailleurs, quelqu'un a expliqué qu'il était fatigué. Fatigué de même quoi ? Physiquement. Mais c'est vrai, tu as raison. Il a commencé à jouer très tôt. Ouais, c'est vrai. Et il devient fatigant. Un peu fatigant. Bravo, bien joué. Bien sûr. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Merci Félix Mathieu. Dans un instant, on va revenir sur cette onde de choc. L'Église dévoile des archives sur l'abbé Pierre, sur les comportements problématiques signalés depuis les années 50. Les religions peuvent-elles encore fermer les yeux, Philippe ? Alors parlons vrai. Est-ce que cette omerta sur l'abbé Pierre vous surprend ? Est-ce comparable aux affaires de pédophilie dans l'Église qui ont été étouffées ? À cette question, les religions ont-elles une responsabilité face aux dérives de leurs représentants ? Vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir ? Osez les vraies voix, attendent vos appels au 0826 300 300. Notre invité, Joël Molinario, est avec nous, professeur en théologie de l'Institut catholique de Paris, ancien membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église et créateur d'un nouveau diplôme universitaire, abus et bientraitance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que, réponse cash, est-ce que ceux qui savaient sont complices selon vous ? Tous ceux qui savaient sont complices. Allez. Mais le problème, c'est qu'il y a une défaillance de la mémoire. Voilà. On en parle dans un instant. Merci. On fait une petite pause, juste quelques instants, et on revient tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h avec un Philippe Bilger pimpant. Ah oui, comme toujours. Il klaxonne, comme ça. Et un faux vergue, un pimpon. Oui, c'est cohérent. Je l'ai fait avant que... Et une Françoise de Goua, pimpin. Pimpin. Voilà, super. Allez, merci beaucoup pour tous ces moments de bonheur. Et vous, au 0826 300 300, bien entendu. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Hiver 1954. L'abbé Pierre connaît une soudaine notoriété après son appel à la solidarité pour les sans-logis. Pourtant, de 1955 à 1962, il se tient loin des caméras. Pourquoi ? Mon père, qu'est-ce que vous êtes devenu ? Et vous le savez, j'ai été très malade. Voilà, la statue de l'abbé Pierre vient d'être retirée de ce square ici à Alfortville où il a vécu 7 ans. Depuis juillet, il est visé par des accusations de violences sexuelles commises entre 1950 et 2000. En juin 1958, alors que le ministre de la fonction publique Edmond Michelet a l'intention de décorer l'abbé Pierre, le cardinal Feltin, archevêque de Paris, lui écrit une lettre pour l'en dissuader. À l'heure présente, cette distinction serait fort inopportune, car l'intéressé est un grand malade, traité en Suisse, dans une clinique psychiatrique. Il vaut mieux ne pas parler de cet abbé. C'est très confidentiellement que je vous signale la chose. Voilà, le square Abbé Pierre s'appelle désormais le square Joséphine Baker ici à Alfortville.
Et donc des évêques redoutant le scandale avec un abbé Pierre qualifié de grand malade mental et échappant à tout contrôle. Les archives de l'Église catholique dévoilent comment, à la fin des années 50, la hiérarchie épiscopale en France a gardé le silence sur un comportement jugé problématique mais jamais nommé. Alors parlons vrai, pensez-vous qu'une prise de conscience est possible? Comment expliquer que l'omerta ait duré si longtemps? Et à cette question, les religions ont-elles une responsabilité face aux dérives de leurs représentants? Vous dites oui à 70%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Joël Molinarieux qui est avec nous, professeur en théologie à l'Institut catholique de Paris, ancien membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église et créateur de ce diplôme universitaire Abus et bientraitance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. La question de Sud Radio porte sur la responsabilité des religions pour les transgressions graves qui sont commises par le clergé, pour aller très vite, ou les prêtres. Je ne crois pas c'est valable pour toutes les religions. Je ne crois pas que les religions soient responsables des transgressions. Ma deuxième observation, c'est le fait que je suis effaré, même si humainement, parfois, je peux le comprendre, par les transgressions et les pratiques individuelles qui viennent troubler le fidèle et qui montrent à quel point un certain nombre de membres du clergé ne respectent pas l'engagement qu'on s'attend à les voir respecter. Et dernière observation, la plus grave, c'est le fait que, alors qu'on savait dans le milieu que l'abbé Pierre était dangereux, déséquilibré, qu'il était en possibilité d'agresser et même de violer, on s'est tu, on a validé, on a été lâche, on a été de nouveau excessivement respectueux du principe de précaution, et en réalité parce qu'il a été résistant et à cause de l'hiver 54. C'est un scandale. C'est en cela qu'on posait la question sur la responsabilité, la responsabilité de ne pas l'avoir écarté à l'avance. Oui, c'est la responsabilité, pas des religions, des clergés, en tout cas. Bien sûr que c'est une responsabilité, la hiérarchie, c'est une responsabilité écrasante. Après, c'est très compliqué. Je vois à quel point, par exemple, le pape actuel, il va petit à petit sur la reconnaissance de la pédophilie, parce que il y a l'abbé Pierre, avec toute la hiérarchie et tout le clergé qui s'est tu, mais il y a toutes les affaires, on peut recoller ça aussi avec les affaires de pédophilie, donc il y a une omerta, et sur l'abbé Pierre, et je suis d'accord absolument avec Philippe Bilger, c'est véritablement, on ne peut pas toucher à l'icône en réalité. C'est ça le problème. Alors il y a la résistance, mais c'est surtout hiver 54. L'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui enflamme ce pays, l'imaginaire de ce pays. Est-ce qu'on touche à l'imaginaire de ce pays? La réponse pour moi est oui, il faut être capable de faire tomber les statues de leur piédestal. Parce que c'est un prédateur en fait. Je voyais avec Cécile tout à l'heure, merci de la précision, parce que je savais qu'il avait violé, qu'il était accusé en tout cas de viol, mais j'ignorais en fait que j'avais pas capté que c'était aussi sur des mineurs. Donc c'est un prédateur en réalité. C'est un prédateur comme l'évêque de Boston était un prédateur avec les petits garçons c'est insupportable. On ne peut pas accepter ça. Voilà, Jean-Michel Fauvergue. Jamais, plus jamais. Une réponse rapide, non, les religions, j'ai bien compris ensuite la précision que vous avez donnée, non, mais en tout cas sur la question à l'état brut, non, les religions ne sont pas responsables de ça, certainement pas. Les clergés, oui. Après, le clergé, là où il y a des clergés, dans les religions où il y a des clergés et toute la hiérarchie, oui, bien sûr, de se taire comme ça sur quelque chose qui dure, mais depuis des années et des années. Moi, je suis effaré d'apprendre que ça dure depuis quasiment le début des années 70 ans. Et je rappelle qu'il est décédé en 2017 et qu'il y a normalement 2007 pardon, et qu'il devait rouvrir 75 ans après. Oui, et bien voyez-vous, c'est ça qui est différent. Et c'est là, et je voudrais rajouter une chose qui moi me semble importante aussi. C'est là où il y a quand même des bénéfices à des mouvements comme MeToo et Nous Toutes, etc., qui sont là pour dénoncer un certain nombre de choses. Et là, on est passé au travers de tout. Et là, on était face à une icône qui dégringole de sa... c'est bien, il ne faut plus laisser les icônes comme ça. Molinarieux est avec nous, professeur donc, de théologie à l'Institut catholique de Paris et ancien membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'imagine que... Alors, je ne sais pas si vous êtes un peu tombé de l'armoire comme nous, mais comment tout ça est possible en fait?
Alors, c'est une vaste question que vous posez. La première question, est-ce que je suis tombé de l'armoire? Non, puisque à la SIAZ, nous avions reçu déjà 3 témoignages sur l'abbé Pierre. D'accord. Et que plusieurs membres de la SIAZ, des historiens, ont fait cette enquête qui a révélé la mise à l'écart de l'abbé Pierre dans les années 50. Et la lettre du cardinal Feltin, notamment, tout ça. Donc ça, nous le savions. Simplement, la SIAZ n'est pas une juridiction. Donc nous, on encourageait les personnes à dire les choses, les victimes, à se prononcer. À dire les choses, elles ont mis du temps à le faire. Il a fallu aussi que la fondation l'Abbé Pierre demande un rapport. Voilà. Il y a des choses qui se sont faites. Mais je reviens par exemple à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, un peu provocatrice. Est-ce que les gens qui savaient sont coupables? Oui, ils sont complices, complices, pas coupables. Oui, complices. Mais il ne faut pas oublier que les premières personnes qui savent, ce sont les victimes. Et donc, il faut aussi s'interroger, qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle ambiance dans l'institution pour que les victimes ne disent rien pendant 70 ans? Ouais, c'est fou. Hein. Vous voyez, c'est terrible ça. Et qu'elles portent leur souffrance en elles-mêmes sans avoir la possibilité de le dire. Donc, ça veut dire qu'il y a un environnement qui a permis ça. Et pour la Pierre, il y a un double phénomène, l'idole sociale et l'idole ecclésiale. Oui. Dans les 2 cas, on avait affaire à une icône, comme vous avez dit tout à l'heure, et donc c'est très dur de déloger. De salir et de salir. Jean-Michel Fauvergue veut réagir. Oui, moi je voulais juste vous poser une question. Vous dites que c'était pas de votre rôle de déposer plainte, mais si, parce que quand on a connaissance d'une, alors je sais que c'est difficile, d'une infraction, on est en droit de déposer plainte. Vous n'êtes pas une administration, donc vous n'avez pas un article 40, etc. Mais on peut le signaler. Donc voilà, ça. Oui, je suis assez étonné de ce que vous dites. Alors j'entends bien ce que vous dites. Je vous mets pas vous en accusation, mais en réalité, combien de gens ont fonctionné comme vous en se disant non, mais c'est pas lui, il est pas ecclésiaste. Non, mais pas vous, je vais dire, mais combien d'organismes ou bien d'associations parallèles qui étaient peut-être au courant, finalement, n'ont pas été plus royalistes que le roi et n'ont pas osé être ceux qui dénoncent en réalité. Combien? C'est ça aussi, c'est la chaîne dont vous parliez, Philippe et Cécile, tout à l'heure, de complicité qui me navre, pas simplement au sein de l'Église. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Oui, bien sûr, parce que en fait, pour répondre aussi à la question de la responsabilité des religions, je crois qu'il y a une responsabilité des religions dans le fait d'amplifier un phénomène, parce que la sacralisation de la personne du prêtre, notamment, fait que ça amplifie les phénomènes de silence. Oui, je suis d'accord. Et ça brise la possibilité pour les victimes, notamment, qui sont les premières qui doivent parler, de pouvoir parler. Parce que on peut rien dire contre l'abbé Pierre. C'est trop énorme. Je fais le parallèle avant de donner la parole à Philippe Bilger. Dans les grandes entreprises, Françoise, on a vu des prédateurs dans des grandes entreprises et tout le monde se tait pendant des heures. J'ai connu en effet des institutions qui préféraient étouffer des affaires scandaleuses parce qu'elles ne voulaient pas, croyaient-elles, porter atteinte à la réputation collective de l'institution. Vous avez évoqué le lien entre l'univers ecclésial et les victimes. Est-ce qu'au fond, ces victimes qui sont tues trop longtemps, est-ce qu'elles n'étaient pas inspirées paradoxalement par le même dessein que les autorités ecclésiales, c'est-à-dire pendant longtemps la peur de porter atteinte à une institution qui pourtant leur avait fait très mal. Et si vous le permettez, ce que je peux comprendre d'une institution, selon moi, profane, j'ai eu du mal à l'admettre d'une institution qui aurait dû théoriquement porter au plus haut les valeurs de vérité et de transparence. Oui, je suis d'accord avec vous, mais simplement, il y a une chose qui a été d'abord mise en avant
dans l'Église catholique, hein, c'est là je connais le mieux, mais on pourrait étendre ça à d'autres religions, hein, on est bien d'accord. Bien sûr. Mais bien sûr. C'est tout à fait d'accord. La volonté de préserver la réputation de l'institution qui est installée dans un paysage. Et du coup, il y a même dans les années encore 40-50, même s'il y avait un anti-christianisme qui commençait à apparaître, mais il y avait quand même une collusion politique, culturelle. C'est vrai. Il ne faut pas trop parler de ces affaires-là. Et puis, pour une certaine manière, protéger un peu l'Église catholique. Et si on regarde, par exemple, l'Italie aujourd'hui, c'est ce qui se passe encore. Parce que l'Église catholique en Italie est encore très installée dans le paysage social et culturel. Ah, bien sûr, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que l'Italie n'a absolument pas déchristianisé, hein, mais a décatholicisé. Il n'y a pas de séparation des églises et de l'État en Italie. Il n'y en a aucune. Quand vous arrivez à Rome, un quart de la ville de Rome appartient au Vatican, par exemple. Hein, et vous faites même... vous dégradez... J'ai une petite question entre la frontière entre le bien et le mal. C'est-à-dire que quand vous avez un adulte qui abuse d'un enfant, son père ou quelqu'un de sa famille, la frontière entre le bien et le mal. Quand on est sous le couvert d'une religion et dans un état comme le clergé, est-ce que c'est difficile, en tout cas pour ceux qui sont qui croient en Dieu et en l'occurrence dans cette religion, de se dire est-ce que c'est moi qui pense mal ou c'est lui qui fait. Enfin voilà, c'est ça le truc. Le poids de la religion ne fait pas justement glisser entre le bien et le mal. Tu veux dire le poids de la croyance? Oui, de la croyance. D'accord, c'est intéressant ça. Oui, très très bonne mais question. non, mais c'est intéressant ce que vous dites, je partage. Pour ça. une fois. On dit souvent dans nos expériences, hélas à la SIAZ, avec toutes les victimes que nous avons rencontrées, que les victimes de pédophilie, par exemple, ou de pédocriminalité, c'est plutôt le terme qu'il faudra employer, ce sont des personnes qui sont victimes, qui se sentent coupables, avec un agresseur qui se sent innocent. Oui. C'est le propre du viol. Voilà, le propre du viol. Et donc, voyez, et donc ce caractère-là de ces crimes qui étaient mis sous le couvert du péché. Mais vous voyez que la catégorie de péché, elle était insuffisante. Bien sûr. Parce que on peut très vite s'accorder, puisqu'on est dans une religion de miséricorde, bien on va pardonner. Et Benoît XVI pose le mot crime pour dire que la pédocriminalité, c'est un crime. C'est pas seulement un péché. Merci mille fois. Péché, bien sûr. Merci mille fois Joël Molinari, professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris, ancien membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église et créateur de ce diplôme universitaire Abus et Bientraitance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger. Merci, à demain. Merci Marc-Françoise Degois. Merci notre Jean-Michel Fauvergue. Merci, très intéressant. Super invité là, le dernier, formidable. Merci, il était passionnant. Dans un instant, Philippe David avec Stéphane Pellet, Aurélie Gros sur l'engagement. L'engagement, les vraies voix citoyennes, et c'est 100% féminin ce soir, sauf Stéphane Pellet et moi évidemment. Hein. Et on se retrouve demain avec Philippe David à partir de 17h. Merci à notre équipe et passez une très belle soirée. Salut, à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.